je te laisse la parole sur Céphalotus et les bons substrats. Merci à toi, on t'écoute. Ça marche. Bah ouais, tout est dans PowerPoint, donc ça devrait aller. Bah, bonsoir à tous et à toutes, évidemment. Donc, ici, dans la conférence sur le Céphalotus, je vais mettre un accent sur le substrat, le bon substrat. C'est en fait le résultat de mes analyses, de tests que j'ai fait à peu près pendant 2 ans. Ça peut paraître long, mais bah, bon, ça prend du temps de tester aussi des périodes hiver et été. On n'a pas forcément un substrat qui va fonctionner en été ou en hiver n'aura pas peut-être les mêmes propriétés ou résistances en fonction des saisons. Donc moi, le but que je m'étais fixé, c'était de trouver un substrat pas trop compliqué à faire et qui ne demande pas d'attention particulière et puis surtout qui pourrait être efficace sur la durée. Donc, Céphalottus, je pense que tout le monde connaît la plante. Euh, Petite parenthèse que les gens ne comprennent pas souvent. Céphalotus, ça vient du grec, le terme céphalée, hein, donc c'est pour dire le crâne, la tête. En fait, c'est une plante, la cruche, qui ressemble à une forme de crâne. C'est de là qu'ils ont tiré le nom. La plante, in situ, on ne la trouve que dans le sud-ouest de l'Australie, une zone bien particulière. Donc, on va voir quelques photos après de différents endroits, différents habitats dans lesquels on la trouve dans cette petite partie du monde. Vous allez voir, ça peut être un petit peu variable. Donc on a des tourbières et des falaises vraiment au niveau de la côte, de l'océan. J'allais dire de la mer, mais non, c'est un océan là-bas quand même. Dans le substrat, donc généralement, on va pouvoir trouver de la tourbe, du sable, du gravier, du charbon. Le charbon, on va peut-être trouver ça bizarre, mais il y a des mines de charbon aussi forcément dans ce coin-là. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'avec de fortes chaleurs, il y a des feux et bon, on va dire les plus petites broussailles ou autres brûlent et ça fait aussi une petite espèce de résidu de charbon. On a de l'eau douce, forcément avec la pluie, mais on a aussi également des traces d'eau salée dans le substrat léger, mais l'embrun de l'océan peut des fois recouvrir les tourbières ou en tout cas les falaises où sont installés ces Pholtus. Et ça lui pose pas vraiment de problème. Donc voilà, comme je disais, in situ, on le trouve au sud-ouest de l'Australie, pour petit récap. Donc c'est vraiment une petite zone hein, dans tout le monde entier. Je disais aussi, dans l'environnement in situ, les tourbières et les falaises en bordure d'océan. Alors, donc ici on a un petit exemple de in situ où c'est plutôt en mode tourbière en plaine. Elles ne sont pas vraiment inondées. On voit que c'est assez sec en surface. Il y a un peu de tout, du gravier, du sable, de la tourbe et certainement des résidus d'anciennes plantations qui ont un peu cramé. Donc voilà, ça c'est une des possibilités qu'on a pour le céphalotus. On peut également l'avoir dans les tourbières inondées, même si on dit souvent que le céphalotus, les racines n'aiment pas l'eau, euh, in situ, avec un substrat très drainant, avec de la tourbe et beaucoup de sable et de gravier, l'eau peut envahir et le recouvrir pendant une bonne période, mais disparaître aussi très très vite et laisser les racines intactes. Donc ici, un autre exemple où on a encore un céphalotus qui est sous l'eau presque. Là, ici, la tourbière sableuse, on a presque plus de sable que de tourbe. Et on voit aussi également que l'eau il stagne un petit peu, mais le sable étant très drainant, ça va disparaître assez vite et laisser le céphalotus en bonne forme. Mais voilà, ici, on n'est pas sur quelque chose d'hyper sec où ce qu'on recommande souvent, c'est quelque chose avec un substrat qui en surface doit rester sec. In situ, c'est pas la même chose. Également un autre exemple avec du gros gravier et du sable. Alors, un environnement qu'on voit souvent en vidéo ou en photo un peu particulière, c'est le céphalotus qui pousse carrément en bordure de l'océan, qu'on voit derrière dans le fond.
sur des parois, sur des rochers, où il y a alors presque pas de substrat sur lequel s'accrocher, mais il s'en sort très bien. Et là, il prend également, des fois, des éclaboussures de l'eau de l'océan, donc du sel arrive aussi. C'est particulier, mais ça ne le dérange pas plus que ça. Donc les conditions de culture in situ, on a, des trucs vraiment particuliers. C'est pour ça que, Sarracenia, ça se cultive peut-être facilement, mais on va pas cultiver un Cephalotus comme on fait avec un Sarracenia ou une Lyonnais. C'est pas du tout la même chose. On a donc pour le Cephalotus, souvent des températures assez élevées. En Australie, il fait quand même chaud, il n'y gèle pas spécialement. On a des fois des températures qui descendent à 2-3 degrés, mais voilà, c'est pas souvent en dessous. Ici, chez nous, on va pouvoir avoir du gel, il va résister, mais il faut pas que ce soit trop intense et trop longtemps. Mais donc, ici, enfin, en in situ, le contraste de la chaleur est là. Il y a du soleil, mais on a cette situation côtière qui fait que il est souvent rafraîchi. Donc, même si le soleil tape fort, il y a cette petite brise qui lui laisse un air frais et il ne brûle pas. Ce qu'on pourrait peut-être connaître en serre, par exemple. On a évidemment un substrat, comme on l'a vu, qui est ultra drainant, donc souvent avec beaucoup de sable, beaucoup de gravier ou presque pas de substrat, un peu presque, on va dire, à manière épiphyte, en exagérant également fortement. Et on peut avoir un céphalotus qui est inondé, mais dans un substrat qui est à nouveau tellement drainant que ça reste aéré parce qu'il y a du gros gravier, des morceaux de charbon ou autres qui sont là pour faire circuler un petit peu l'air malgré le fait qu'il soit sous l'eau. Donc, on va essayer de voir, nous, en culture, en serre, ce qu'on va pouvoir faire pour avoir des conditions similaires in situ. Ça va être très très compliqué, parce que je vois mal comment on va pouvoir simuler une brise maritime euh, dans une serre. C'est un petit peu compliqué. Donc, de base, moi, j'avais commencé mes tests, comme beaucoup, ce qui est souvent conseillé, par le substrat classique tourbe perlite. Bon, c'est un substrat qui fonctionne plutôt bien. J'ai testé pendant ça, c'était la première année de test, c'était les substrats classiques. Tourbe sable, soit une morte et soit une vivante. Alors chacun d'eux a ses avantages et ses inconvénients. Euh, Moi ici, dans ces substrats-là, on peut avoir des bons résultats avec tourbe perlite, mais il faut mettre vraiment une grosse proportion de perlite. Peu de tourbe et beaucoup de perlite. Le sable, c'est très bien d'en rajouter aussi, mais j'ai remarqué que souvent ça avait tendance à compacter fort le substrat. Parce que nous, on arrose souvent par le dessous, très peu. Du coup, le sable a tendance à faire vraiment un gros bloc. Et là, le céphadous ne sait pas trop se développer. Parce que c'est une plante qui est facile quand même à créer des rejets, un peu comme Darlingtonia. Mais dans un substrat qui devient avec une croûte épaisse de tourbe ou de sable en surface parce que c'est sec, les rejets ont du mal à s'installer. Donc c'est pas ouf ouf à ce niveau-là. Donc sur la durée, c'est pas top. Euh, je voulais aussi aborder un point avec les substrats classiques de ce style-là. C'est l'odium qui se répand très facilement sur ces phallotus en culture chez nous, chose qui n'arrive pas in situ parce qu'il est constamment brassé par de l'air et des vents frais qui empêchent l'odium de s'installer, qui est une saloperie. Ça peut vous flinguer un pied de céphalotus en très très peu de temps. Et voilà, en serre, hormis mettre un ventilo dédié au céphalotus, je vois pas trop comment on pourrait faire autrement et c'est pas très très pratique à mettre en place, quoi. Surtout au niveau de la consommation électrique, c'est pas fou. Euh, la spaigne, morte ou vivante, ça c'est plutôt pas mal, en tout cas c'est mieux que les substrats tourbe, sable et perlite.
parce que de base, c'est beaucoup plus aéré. En plus, on peut même rajouter de la perlite et là, on a déjà un substrat qui est assez intéressant. Heu, Moi, j'avais utilisé surtout la sphène vivante, pour ses propriétés antifongiques pour essayer de me débarrasser de l'odium, mais ça a pas fonctionné. Alors, pourquoi? Je n'ai pas d'explication très, très précise, mais je pense surtout que, bah, voilà, la sphaigne garde l'humidité en surface et la sphaigne vivante, bah, a tendance à continuer à pousser et à, un petit peu étouffer le céphalotus, ce qui fait que l'air ne circule plus du tout et l'humidité de la sphaigne, à mon avis, favorise presque plus, l'apparition d'odium qu'autre chose. Donc c'est pas génial. Ou alors il faudrait, bah, passer un soin tout particulier à s'occuper de la taille de la sphaigne pour pas que ce phénomène se produise. Mais comme je le disais, moi je cherchais vraiment un substrat qui sur la durée, bah, ne compacte pas, ne demande pas trop d'efforts et vraiment soit efficace sur du long terme sans trop se prendre la tête. Alors, il y a la sphaigne morte, mais voilà, pas grand-chose de plus à dire par rapport à la vivante. Si ce n'est qu'avec un bon mélange de perlite, c'est pas mal du tout. J'avais quand même constaté un petit souci en mettant sphène comme, substrat principal, c'est que niveau chaleur, vu que la sphène va quand même garder beaucoup d'humidité et peut-être aussi continuer à pousser, ça va quand même s'échauffer fortement et faire une sorte de bouillie, f pas compacte mais, allez, comment expliquer ça? Une sorte de ouais, de truc un peu vaseux qui justement alors fait l'effet non désiré de d'étouffer, les racines. Ça fait un peu une cuisson à l'étouffer dans la sphaigne, parce que l'air ne circule plus assez et ça s'échauffe quand même bien. Donc c'était pas terrible. Maintenant si on arrive à garder un emplacement où la chaleur ne donne pas trop, ça pourrait être un substrat très intéressant. Mais l'année suivante, moi j'ai refait, d'autres tests avec cette fois-ci des substrats, minéraux, donc toujours pas de sphaigne, juste du minéral. On a, plein de possibilités, en fait. La pouzzolane, donc la pierre de lave, Canuma, la perlite qui reste toujours, très efficace. Même on fait des cultures en 100 perlite, ça fonctionne pour ces Céphalotus. Juste ça, la zéolite et la pierre ponce ou pumice, des fois on l'appelle comme ça aussi. Donc le mieux, bah, c'est encore de pouvoir mixer, tout ça ensemble. On n'est pas obligé de mettre tout non plus. Moi, j'ai pour le moment, quelque chose qui se rapproche fort de perlite, zeolite, pierre ponce et ça marche très bien, juste ces 3 là ensemble, avec une granulométrie, on n'est pas sur du sable, hein. On est à peu près comme ce qu'on voit sur l'image, donc à peu près tous comme à la taille de la perlite, en gros. Alors le gros avantage, mais c'est que niveau arrosage, on peut simplement mettre une bonne réserve dans le fond. Vu que c'est quand même très drainant et ça va, garder une grosse aération au niveau, bah, du substrat complet, donc l'air circule, on a une bonne zone humide en dessous. Les racines, si elles veulent aller chercher de la flotte, bah, elles vont descendre, vraiment au niveau du bas du pot, mais le reste, juste humide, voire avec une surface un peu sèche. Donc il n'y a pas trop d'efforts à faire. La L'humidité serait beaucoup mieux et beaucoup de manière plus homogène avec un substrat comme ça. En tout cas, ça convient beaucoup mieux à pour moi, au niveau des céphalotus. Ils ont une base vraiment, très humide, le milieu du pot qui reste avec un très beau taux d'humidité pour que la les racines puissent se développer et savoir où se trouve l'eau et la surface reste sèche, sans compacter ou sans faire une grosse semelle bien épaisse, ce qui permet donc, bah, d'avoir des rejets qui se développent facilement et bah, vu que c'est sec en surface, l'odium ne se propage pas, il n'apparaît pas, en tout cas beaucoup plus difficilement qu'avec un substrat, non minéral, un substrat classique. Maintenant j'en ai eu quand même, mais c'est parce que j'arrosais par le dessus, principalement sur certains tests, certains pots en test.
Du coup, bah là, l'eau peut-être restait un peu trop et j'ai vu des départs d'odium, mais quand j'ai arrêté de le faire, bon, j'ai traité l'odium et il n'est plus revenu. Donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est quand même très très pratique. Pas de maladie, une bonne aération et ces racines qui se développent plutôt bien. Et les rejets, bah, encore mieux. Voilà, je pense que j'ai même été un peu plus vite que prévu. Je pense pas avoir oublié de passage. Donc voilà, si vous avez des questions sur les tests ou autres, bah, je suis à votre disposition, je vous écoute. Bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous donner tes infos sur tes tests. Je vais remettre l'affichage avec moi et toi. Du coup, Laurent, si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas si tu es encore sur le channel Discord. Et donc, je vais remettre, si j'arrive à enlever le chat, hop, Plein de si je questions. fais ça. Et il y a Laurent, voilà. Je vous mets, je vous mets tous les trois comme ça, c'est parfait. Alors, il y a eu plein de questions. Je vais repasser là. Bouge-toi un peu, ce chat. Bouge un peu là. Allez, un peu dans le panier. J'ai le mien qui est Euh, pas loin aussi, je il y a- l'écoute. Voilà. Je vais lui mettre sa petite caméra, comme ça on sera pas embêté. Voilà, c'est parfait. Allez, va te coucher. Il y a une question sur le substrat dont tu as parlé, le Kanuma. Donc c'est un substrat pour les bonsaïs, de ce que je sais, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Et il y a une question sur la différence entre le Kanuma et l'Akadama. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre ces deux? Ah oui, moi je préférais ne pas prendre l'Akadama. Parce que j'en avais discuté avec un ami qui fait aussi dans les céphalotus. Le Canuma est acide. Ouais, donc il avait D'accord? cet avantage-là par rapport à l'autre. Ok. Et donc c'était principalement pour ça, niveau la rétention d'eau. Canuma, c'est bien parce qu'en fait, quand il est en surface, il prend une teinte en jaune un peu foncé. Ok. Et tandis que quand il sèche, ben, il devient presque blanc. Donc c'est très facile de voir si on a une humidité correcte ou trop importante au niveau du pot. C'est aussi Ah pour ça que ouais, c'est plus pratique. pratique comme indicateur. D'accord. Ouais, voilà. Il y a un œil qui demande de ce que ça mange les céphalotus. In situ, je Alors, suppose, et puis à la maison, est-ce que tu leur donnes des trucs? in situ, principalement des fourmis, ouais, c'est surtout Ok. ça. Des petits insectes rampants, mais ça mange aussi d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est beaucoup fourmis. Alors, à la maison, je m'en occupe pas spécialement pour la nourriture. Ok. J'ai mis par moment des petites billes d'osmocote. Alors ça fonctionne, mais le problème c'est que le piège, bah, c'est perdu après, quoi. Il digère le truc et il disparaît parce que c'est beaucoup trop. D'accord. Alors les petits insectes séchés, si on veut les nourrir manuellement, bah pourquoi pas, ça marche plutôt bien. Mais généralement ils font leur liquide digestif tout seuls quand ils sont en bonne santé et ils attrapent ce qu'ils attrapent. Je regarde pas spécialement ce qu'il y a dedans. Ok. Est-ce que c'est des plantes que tu conseillerais pour des débutants? Hmm. Ah, un débutant, pourquoi pas, mais bien renseigné. Voilà. Ok. L'idée, c'est pas que c'est plus difficile qu'un sarracénien, mais c'est pas du tout la même culture. Donc, une fois que tu as les bonnes infos, bah, tu suis les infos et c'est pas plus compliqué qu'une autre, quoi. Ok. Il y a une question sur la hauteur des pots et sur le type de pot. Est-ce que tu peux Ah nous ouais, donner peut-être un peu les encore dimensions aussi. et puis le format, quoi? Ouais, alors ben, forcément, si on utilise un substrat classique, on va dire, non minéral, la hauteur du pot, c'est revu très souvent, ça a une importance parce que ben, c'est beaucoup plus facile pour la gestion ben, de l'arrosage et de l'humidité. Mais voilà, moi, les pots arrosiers, j'en ai pas spécialement des milliers en stock. Ok. Je... Donc au final, comme je disais, moi je cherchais un truc qui peut me faciliter la vie au niveau des céphalotus. Donc le substrat minéral a cet avantage-là aussi, c'est qu'on peut prendre des pots de plus petite taille, standard, euh, et ça passe très très bien. Parce que l'eau ne remonte pas autant et ouais. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer avec des pots de taille classique, même du neuf, ça passe sans problème. C'est quand même bien d'avoir un petit pot de, allez, l'idéal je pense c'est 12-13.
en carré, par exemple, ça c'est vraiment parfait. Mais en neuf, j'en ai qui sont là-dedans. Bon, je vois que la surface est un peu plus humide grâce Ok. justement au Canuma, mais ça pose pas de problème. Ok, que des pots en plastique, pas de pots en terre cuite, pas ce genre de choses du coup. Alors la terre cuite, ça passe pour Cephalotus. Ok, Honnêtement, j'en d'accord. ai un qui est dedans depuis perpète et aucun souci. Pour te dire, j'ai un peu la même chose avec les Sarracenia à la maison. J'ai des Sarracenia, ça fait 3 ans qu'elles sont dans des pots en terre cuite. Et franchement, il n'y a aucun problème à l'extérieur, même des pots déjà utilisés. Alors, je sais pas si ça va finir par prendre cher, mais en tout cas, pour l'instant, ça va, on va dire. Ouais, j'ai un Euh, pote, moi, il fait dans les pots en terre cuite que je te coupe. ouais. Il a trouvé ça très bien et il a passé une culture vraiment en terre cuite pour pas mal de ses fœtus et il se développe très très bien là-dedans. Donc je pense que ça n'a pas de problème. Surtout que voilà, terre cuite, on dit ça rejette du sel et des Hmm, bavards ainsi. Ses fœtus, ça lui pose pas de problème. Donc du coup, option possible. Ok, c'est option. noté. Tu mets zéro tourbe. Excuse-moi, c'est-à-dire que tu mets zéro tourbe dans tes pots, en fait. Alors, j'ai testé avec très peu de tourbe, moyen tourbe dans du minéral en mélangeant les deux. Ça fonctionne bien aussi, mais maintenant ils sont en full minéral et c'est encore mieux, moi je trouve. Parce que justement, j'ai pas D'accord. ces départs d'algues ou ces trucs verts dégueulasses qui poussent en surface ou des trucs comme ça. C'est que du minéral. Il y a une taille de grain, en fait, que tu préconises Et pour le minéral. comme je disais, comme la perlite un peu standard, voilà. Bon, c'est pas, faut pas que ce soit Cette trop taille-là, fin non d'accord. plus. Mais je crois que c'est du, je sais pas combien de millimètres ça fait exactement la perlite habituellement, mais voilà, on reste sur des trucs de ce style-là, quoi. Et tu penses que dans la perlite, ça pourrait le faire aussi, Ça si tu mets marche. que de la perlite. Ça marche très très bien Mhm. aussi. J'en ai un qui est reçu dans un gros pot, même c'est un pot de 13 ou 14, que en perlite. Il est bien. Du coup, ça bascule J'aurais pas? jamais Parce que osé. ça racine, ça doit raciner loin pour pas bouger, parce que... Non, il a pas tendance à se coucher un peu dans de la perliture? Non, Non, ça va. non. Bah, moi, ils sont dans la serre, donc voilà, ils bougent pas Ok, spécialement, il va rien lui arriver. Puis la perlite, une fois que ça a quand même un peu bien pris l'eau, ça reste stable, hein. ok. Moi, j'ai jamais testé 100% perlite, mais... Il y a des questions sur l'ensoleillement. Il y a deux personnes qui posent des questions sur l'ensoleillement et l'exposition au soleil, en gros. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, ben, pour avoir récemment testé cet été, j'ai eu quelques soucis au niveau des fortes chaleurs hein, que j'avais pas anticipé. Euh, voilà, ici ou dans la serre, quand il faisait très très chaud, avec beaucoup de soleil, ça crame. Clairement, ça crame. J'avais pas mis de voile d'ombrage cette année et j'en ai qui ont bien séché. Bon, pas Ok. trop d'inquiétude parce que ça repartira des racines, mais il y en a qui ont pris cher, quoi. Donc, il faut. Voilà, on n'a pas l'océan à côté qui va rafraîchir enfin, qui va faire baisser la température malgré un soleil assez intense là-bas. Donc ici, il faut plutôt prendre quelques précautions, je vais pas dire mi-ombre, mais il faut quand même le protéger un peu du trop fort au niveau du soleil, quoi. Ok, c'est noté. Petite question sur qu'est-ce qui se passe en hiver pour les céphalotus? Est-ce que ça disparaît? Est-ce que ça disparaît pas? Est-ce que... Oh, c'est fait, tu sais, à deux périodes de croissance, hein, donc bah, t'as le printemps, puis en fait, un peu avant l'hiver, allez, en automne, ils ont encore un petit coup de boost. D'accord. L'hiver, bah, voilà, ils résistent tranquille, ils sont pas en hibernation. Ils sont en hibernation, donc c'est ralenti, c'est certain, mais voilà, ça change pas grand-chose. Ok, ça résiste jusqu'à combien en température? Je sais plus si tu nous l'as dit. Ouais, voilà, ça peut encaisser des petites gelées, voire peut-être un peu plus grosses, mais il faut que ce soit court. D'accord. Il faut que la journée, ça doit remonter. Ouais, si tu as une semaine de gel, là, ça va commencer à être compliqué, quoi. C'est pour ça qu'en tourbière, j'en ai un dehors. Ouais, il y a eu quand même assez, ouais, je pense une semaine de gel et il a pas résisté, quoi. Ça a été compliqué, d'accord. Ok. Il y a une autre question, enfin non une question, une observation, hein, et c'est Axius qui nous dit qu'il a des boutures en démarrage et qu'il va tester le substrat plus minéral. Tu peux nous expliquer Ah, rapidement comment ça se bouture? non. Alors, là, c'est Vas-y. pas que je le conseille pas, mais pour les boutures,
bizarrement, je préfère continuer bêtement dans de la tourbe. 100% tourbe, Ok. ça marche mieux parce que la bouture a en gros besoin en humidité. Hmm. Et là, tu l'as pas en substrat minéral. Ou alors, il faudrait peut-être le mettre dans un caisson ou un truc comme ça. Mais la bouture, pour prendre et démarrer, il lui faut de la flotte. Donc, la tourbe bien humide, c'est mieux quand même. Pour les boutures, ok. C'est noté. Tu peux nous Ouais, expliquer comment pour tu la- boutures? Qu'est-ce que tu boutures et comment tu boutures? Alors, moi, je bouture les deux, que ce soit piège, donc la feuille carnivore et la feuille non carnivore, ça marche des deux D'accord. côtés. Donc, on prend une partie blanche, donc là, vraiment la toute base de la feuille, des deux côtés, quoi. Il faut vraiment que ce soit le piège ou la feuille, il faut du blanc. S'il n'y a pas de blanc, c'est sûr que ça partira pas, quoi. D'accord. Et ensuite, tu Et mets je ça juste passe dans de la tourbe simplement, et et voilà quoi. simplement dans de la tourbe, et bon, bah, faut un peu de chance que ça prend pas tout le temps non plus, ça reste des boutures, Ouais. mais voilà, dans un truc bien humide. C'est pas c'est pas impossible du tout. C'est des fois un peu compliqué, mais une fois qu'on a pris un peu le truc, savoir un peu comment les placer, ça passe. C'est noté. Est-ce que sur le chat, on a d'autres questions? J'ai fait le tour de l'exposition, de ce que ça mange de l'hivernage. Laurent, est-ce que tu as des questions spécifiques, des... Oui, tu parlais de charbon en fait. Mm. Est-ce que mettre un petit peu de charbon dans la perlite, ça peut éviter l'oïdium ou un truc comme ça, ou c'est complètement con et ça va la tuer? C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le truc, mais je l'ai testé. J'ai vu aucune différence, perso. Ou tu les as tués pareil? Bah, je sais pas que je les ai tués pareil, mais je les ai traités, mais ça n'a pas empêché quoi que ce soit. Ça n'a pas fait de D'accord. bonus non plus, donc il en a dans son milieu naturel parce que moi il sait comme ça. En fait, je crois que surtout, voilà, il y a du charbon parce que lui, il repart quand il y a les incendies, ça tue les trucs un peu trop haut et lui il peut repartir, mais il n'en a pas besoin. Enfin, moi j'ai pas vu d'intérêt à en mettre, donc j'ai arrêté d'utiliser le charbon. Parfait. Il y a Aquatique qui demande si Laurent, t'as des céphalotus ou pas. Ah ouais, j'en ai plusieurs, ouais. J'ai Euh, quelques clones, mais pas les. Bon, j'ai Big Boy, Klein, trucs comme ça, mais je viens d'acquérir la super plante d'ailleurs. Mais après, toi, évidemment, Charles, t'as des trucs incroyables. ouais, le mec, il a des blagues et tout. Ouais, On bah, sait bien. ouais, forcément, j'ai des trucs qui sont un peu plus sympas. Euh, Bah oui. ouais, bah ouais, j'aime bien, moi, donc voilà. Moi, j'en ai deux. Ouais, j'ai fait le test une fois. J'en ai acheté un en jardinerie, je crois. De temps en temps, il y en a hein, dans les Jardiland et les Truffaut. De temps en temps, il n'y en a pas beaucoup, mais si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Et donc, j'ai testé bouture. Donc, je l'ai coupé en deux. Je l'ai mis dans de la tourbe et je l'ai mis dans du sable tourbe. Et dans de la tourbe, ça a donné des gros pièges et des petites feuilles. Et dans sable tourbe, ça a donné des petites feuilles et pas beaucoup de pièges. Alors, je sais pas si tu as observé un changement de ratio en fonction des substrats, mais ou un changement de physionomie de la plante, pas spécifiquement. Ouais, mais ça, je pense, c'est pas dû au substrat, je pense, c'est juste dû à la division. Et t'as certaines plantes Ok, des plantes qui repartent plus avec des feuilles qu'avec des pièges, mais après, à un moment, ça doit se stabiliser logiquement. ok, ok. Je vais voir. J'avoue que je l'ai laissé dans une dans une box avec de la LED. Je m'en occupe pas trop. À un moment, j'ai cru vraiment qu'il avait crevé, donc je l'ai laissé dans un coin et puis ça a fini par repartir. Ça a été C'est colonisé par des les, Drosera et tout. C'était n'importe quoi. c'est les mêmes LED pour les deux? Ouais, c'était là. Merci beaucoup pour je ne sais pas quoi, mais merci pour ça. Il y a une alerte Twitch que je ne maîtrise pas encore. Hop, c'était qui? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ouais, c'est la même LED pour deux. C'est pas des LED de très très bonne qualité globalement. C'est de la LED domestique que tu mets dans ta cuisine ou dans ton garage quoi. D'accord. C'est Ouais, parce Hanoï que qui nous a donné son Prime. Merci beaucoup Hanoï pour ton Prime. donc ouais, ici, on n'est pas parlé dans le test parce que c'était pas très pertinent selon moi, mais Ouais, j'avais testé en Terra avec une grosse humidité des LED
voilà, pas de ouf non plus. Ouais, Et ce qui s'est passé, c'est que le Cephalus ne faisait aucun piège, avec que des feuilles et très ok. vertes, parce que il lui manquait très certainement de la luminosité ou une lumière correcte. D'accord, ok. Moi, perso, j'ai testé sur la lumière, c'est du 4000K, donc c'est du blanc neutre, pas très puissant, quoi. Ça pousse pas très vite, mais ça va pousser. Bon, voilà. Cephalus, globalement, ça pousse pas très vite. Mais quoique justement, avec aussi un bon substrat, des bonnes conditions, Hmm, finalement, c'est pas si lent que ça parce que tu as les rejets alors qu'ils commencent à prendre le relais. Du coup, la plante s'étoffe un petit peu plus vite quand elle est dans de bonnes conditions aussi, bon, comme un peu toutes ok. les plantes, quoi. Ouais. Aquatique dit qu'en ce moment chez Jardiland, il y a des promos sur les carnis, donc n'hésitez pas. Eskend, qui a une question pas en rapport avec les céphalotus, d'accord. Vas-y, pose-la ta question, Eskend. Les Drosera capensis, en tant que Drosera subtropicale, j'ai lu une fois que l'hivernage n'était pas obligatoire. Vos avis, est-ce que quelqu'un a testé? Ouais, ça marche. Ça marche? Sans hibernage direct. Alors moi perso, j'ai des capensis et des Binata en intérieur depuis 4 ou 5 ans et le truc il prend de la lumière tous les jours sous LED entre en hiver 16 degrés et en été 25 et ça pousse depuis 4 ans sans s'arrêter. Donc celles-là, ces plantes qui sont très simples là, les Capensis, les Binata, ce genre de trucs, il n'y a Ouais, aucun ouais, souci pareil. quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah bah Aussi, il y avait une j'ai question les sur ouais. les terrariums. Ah ouais. Excuse-moi. Vas-y, bah pose-la du coup. Non, il y a une question, c'est chaque Avra qui demande en terrarium, ça donne quoi? J'ai essayé une fois un petit, ça l'a flingué, ça pourrit hyper rapide mon terrarium. Je peux t'assurer aussi, et toi, Charles? Oui, bah, comme j'ai dit, j'ai testé en terrain après avec de meilleures conditions, mais euh, c'est c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Même avec beaucoup de lumière, en fait, tu as une plante qui, si jamais tu veux la sortir du terrain, c'est terminé. Ça meurt tout de suite, quoi. Parce que c'est pas prévu, je sais pas, il y a trop d'humidité alors, ou pas assez de lumière. Enfin, c'est des conditions de Nepenthes à la base, c'était un terrain Nep. Donc, Ouais. ça a poussé bien, beaucoup de feuilles, beaucoup de feuilles, mais c'est pas ouf. Est-ce que tu penses de l'in vitro? T'en as déjà eu des plantes sorties de l'in vitro? Ça marche ou c'est tellement fragile que ça crève? Non, je pense que quand c'est bien fait et que elle est bien acclimatée, ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est tout à fait possible, hein. Il y a des petites. D'accord, Il y a- j'ai- il y a ouais. pas de problème particulier avec. Non, au final, si je vois, c'est une plante qui est même assez robuste parce que là, voilà, j'en ai cramé plein avec trop de soleil. Donc, le truc, je sais que la surface, ça a cramé, c'est sec. Mais voilà, bon, d'ici 6 bons mois, je vais avoir, je vais bien les entretenir, bien, enfin, une bonne exposition de l'eau comme il faut. Ben, je vais avoir un des nouveaux départs et dans un an, je ne verrai pas de différence avec le Cynadus que j'avais l'année dernière, quoi. Ok. Il y a une question sur où est-ce qu'on peut acheter des, des céphalotus, je suppose sur ton site. Est-ce que tu as des choses à vendre? Dis-nous un petit peu ce que tu as en céphalotus peut-être, pour mettre à la bouille. Ouais, mais j'ai des boutures qui ont pris de Julie Jones, de Martin Stockel, je crois de Thomas Caro aussi. Ok, Mais c'est encore un peu petit. J'ai plus vraiment de stock dispo en Cephalotus, je pense. Enfin, c'est en cours de production, mais Cephalotus, c'est malheureusement une plante qui est quand même pas super ouais. rapide. Même si on part de bouture, voilà, ça prend du temps. Donc dès que j'en vends, ben, il faut le temps que ça repousse, quoi. Mais sinon, ouais, oui, sur les Newton, je sais pas si tu peux taper des liens dans le chat. Ouais, je vais le faire. Je pense que tu n'as pas les droits, mais je Ouais, vais le faire. Hop, tac. ouais, je pense pas. Je vous mets donc le site de Charles. Hop, si vous voulez faire un Ouais, tour, tu livres en France du coup? Il n'y a ouais, pas je de livre en problème France. là-dessus. Ok, Alors, les stocks sont pas super à jour parce que j'ai pas le temps en ce moment de taper ok. correction des stocks. J'ai plus de trucs dispo, donc je suis dispo sur Messenger. Par contre, n'hésitez pas si vous voulez, enfin, s'il y a des trucs qui vous intéressent. Et parce que j'ai un salon carné bah, du côté de chez moi, fin du mois, Ok. donc je referai les stocks une fois que j'aurai fini le marché. Ce sera un peu plus correct. Je vais mettre le lien vers ton Facebook, comme ça si les gens veulent te contacter.
Hop, Yes. tac, il est là. Et donc, si vous Ouais, du voulez coup, discuter avec lui, il grillage, n'y a pas de... jardin botanique. Je vois qu'il y a Alexis qui te pose des Euh, questions. il y a une petite question sur... j'ai un Drosera capensis à la fenêtre, ça pousse, mais ça manque de glu. Je crois savoir que c'est un manque d'humidité, non? Si je dis pas de bêtises, le manque de glu sur les Drosera ou... C'est surtout lumière, à mon avis, hein. Lumière surtout? Ok. Ok, À mon ok. avis, parce que ouais, on a dit que ça pouvait pousser à l'intérieur, on a fait les tests, ok, mais si t'as pas assez d'exposition, ou pas un ensoleillement assez correct, ça passera pas. Ok, ok. Là, j'en ai sorti une Binata, elle est Ah pas oui, tout c'est le ce temps au qu'on vient soleil, mais... de. C'est des Ouais. sucres en fait, c'est ce qu'on vient de reprendre avant. Ok, Pour ok. produire du sucre, il faut Ah, pas mal de lumière. Mhm. oui. Ouais, c'est ça. Et ben, c'est à peu près tout en termes de questions, je crois. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Bah écoute, on va passer au dernier sujet qui est ta dernière production Le prochain. littéraire. Alors, tu nous présentes rapidement ce que tu as Alors, produit? Dis-nous un peu. oui, ouais, voilà, donc à la base, c'était un petit projet que j'ai fait avec un collègue. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas, ce qu'on appelle soit faire une petite show, bon, pourquoi est-ce qu'on ferait pas des recettes de boissons énergétiques et compagnie pour les partir dans le délire, parce qu'ils savent bien que moi je n'avais pas en carnivore, on va faire des trucs à base de plans carnivores. Et puis voilà, l'idée a continué un petit peu dans ma tête. Et bah, je me suis pris au délire de faire un livre euh, qui est plutôt un recueil de recettes. Je précise, livre, hein, on peut pas les faire, sinon ça va être compliqué quand même. Ok. Et puis j'ai pas envie d'avoir. Ah bah je suis parti sur des trucs fictifs pour pas avoir de problème non plus de gens qui testent des trucs et puis qui sont morts empoisonnés. Et je voulais pas de problème. Donc voilà. C'est parti sur du fictif, inspiré de médiéval fantastique, des univers un peu style World of Warcraft et compagnie. Donc il y a des D'accord. potions, des élixirs, donc il y a des recettes, pas mal de visuels. Euh, voilà, on peut trouver des trucs sympas. Un petit peu, j'ai essayé de bosser un petit peu au niveau de l'univers en question, essayer de faire un truc un peu cohérent pour que ça s'intègre bien avec des petites histoires et des légendes liées à ces potions. Donc voilà, c'est pas un truc qui va vous apprendre à cultiver des plantes carnivores, mais pour le délire, voilà, c'est un petit truc assez sympa. C'est un projet moi qui m'a bien éclaté, mais qui m'a quand même pris pas mal de temps. Oui, je me doute que Et ça a donc, été. bah ouais, parce qu'à un moment, tu as pris l'idée aussi, donc tu trouver un peu de la motivation, puis après, voilà, au début, tu faut, puis après, ça se fait un peu, donc voilà, ça a pris un peu de temps à venir. Mais ouais, c'est un bouquin qui est disponible sur Amazon, qui s'occupe de l'impression, de la livraison. Ok. Je prends aussi quelques exemplaires que je vends sur les salons, les marchés. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, il y a une vidéo sur ma chaîne Alors YouTube ouais, où je parle justement, un je peu viens de mettre le plus. lien. J'ai mis le lien vers la vidéo où tu Voilà, expliques effectivement ce projet. voilà. Et puis voilà, vous aurez tous les détails à ce moment-là. Dans la vidéo, j'essaie de pas de spoil, hein, évidemment, vu que c'est Ouais, un livre. Si je montais un peu trop de trucs, ça n'aurait plus trop d'intérêt de le lire. Donc voilà, j'essaie d'être un peu discret quand même dans la vidéo en essayant d'expliquer bah, au mieux ce qu'était ce projet. Et donc voilà, il y a 80 pages, il y a même des chansons. Voilà, c'est parti dans tous les sens. Donc c'est un bon délire. Et bon, voilà, moi, je suis content de l'avoir fait. Euh, donc voilà. Et on a prévu donc bah, de faire un petit concours pour faire gagner un exemplaire. Comme ça, je te laisse la suite. C'est toi qui vas expliquer parce ouais. que je sais pas comment ça se passe. Alors moi non plus. Non, normalement sur l'application que j'avais fait, il y a moyen de. Alors attendez, je vais juste voir si ça fonctionne. On va tester et puis si c'est pas le cas, on fera un tirage au sort autrement. Mais normalement, j'ai ça qui fonctionne. Et on devrait passer. Alors, ce que je vous propose pour tous les gens qui sont sur le chat, je vais lancer un tirage au sort avec inscription. Et je vais vous laisser une minute pour vous inscrire. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On va voir. J'ai peur que non, mais on ne sait pas. Bon, bah, du coup, désolé hein, pour le tirage au sort qui marche pas, mais j'ai tous les gens qui ont mis jouer, donc mais jouer quoi? Tu as raison, Adoy. Euh, Bon, désolé pour ce fail. Je réparerai cette fonctionnalité la prochaine fois quand j'aurai un petit peu de temps.
Mais non, ça marche pas. Je vois qu'il y a des erreurs dans le soft, donc c'est pas grave. Bah, on refera ce tirage au sort en décalé du coup. Tu Voilà, ouais, m'envoies vas-y. les coordonnées du gagnant. Enfin, tu Ouais, m'envoies tous je les t'en- je joueurs, t'en- je t'envoie ça. Il n'y a pas pour la peine des plantes pour tout le monde. Non, Hanoï. Tu as déjà eu des plantes. C'est pas possible. Donc, ouais, je ferai le tirage au sort sur un site, je ferai une vidéo et puis je te communiquerai le ou la gagnante qui aura donc la chance de gagner ton dernier bouquin. Et donc, voilà. c'est des Bon, questions. désolé en tout cas. Désolé, désolé. Je peux remettre peut-être juste le lien Amazon. Alors, Elle était dans la description de la vidéo, je l'ai pas là comme badge, je pourrais pas le mettre. attends, bah, je vais l'avoir. Si, je l'ai. Hop. Et tiens, en Tac. attendant que je pense à ça, que je vois Laurent et qu'on parle de plantes gagnées, tu m'avais envoyé un stylium débile, pas débilé. Ce truc, c'est une dinguerie, hein. Ça m'a colonisé un bac entier, ça Désolé. pousse de fou. Alors ça, c'est le truc qui a pourri mon terrarium. C'est Justine Chamallow qui m'avait envoyé ça. J'avais mis ça dans mon terrarium. J'ai été obligé de tout refaire. Parce que le truc, il a tout le colonisé. Il a Ouais, envahi la il moitié de mes m'avait neps et tout. Ah ouais, non, ça, c'est il un m'avait enfer. prévenu, donc j'avais mis un bac dédié, hein, mais c'était un petit bout, hein. Et là, je suis encore allé voir cet après-midi, c'est rempli, il n'y a que ça dedans, quoi. C'est un truc de fou. Oui, c'est Bah là, joli, on ça en met a un, des là. fleurs roses, c'est mignon. Ah oui, j'ai plein de fleurs roses partout, c'est de la balle. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu passer l'espèce de, bah, le côté carnivore de cette plante-là sur la mienne. Je l'ai testé, cette espèce de petit marteau là qui se déplace et qui est carnivore, quoi, dont tu avais parlé, Laurent, dans Ouais, ta, c'est dans fou. ta conf, je crois. Mhm. C'est Quel pour truc? polliniser les fleurs. La carnivorie, elle est dans les racines. Ah, mais oui, tu as raison. Oui, oui, c'est ce que tu as expliqué, exact. Ce Ouais, petit en fait, le mouvement-là. marteau, il, pouf, il tape sur la bestiole, il va qui prend du pollen dans la gueule et qui s'en va se prendre un autre coup de marteau dans une autre fleur. Donc quoi, c'est con les insectes. On Si parlait vous voulez faire de. à Nantes ce week-end, samedi, dimanche, il y a la folie des plantes. Ah, Où ok. il y a deux, il y a Enzo du Don de la Terre et Carniflore aussi qui seront là. Ok, c'est bon à savoir. Enzo, qu'on va essayer Et il y a d'avoir plein de sur une trucs. Il y a des table ronde un là, peu. Genre. il va pleuvoir à Nantes hein, comme d'habitude, mais si vous avez un kawaii et puis un parapluie, quoi. J'essaierai, comme j'ai mes beaux-parents qui habitent pas très loin, j'essaierai de passer voir Enzo un de ces jours. Et on essaiera de faire une visite de sa grande serre maintenant, qui est à côté Ah bah oui, tu passes par Nantes avec plaisir. Eh ben écoute, je ferai la tournée des Grands-Ducs, comme on dit. Et, Ah ouais. et Puis puis on a la bière on frais, verra ça. donc t'inquiète pas. C'est gentil. Avec plaisir. Bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Désolé pour le concours. Comme je l'ai dit, je referai le tirage de mon côté et on fera ça. Il y a Aquatique qui demande où c'est, Laurent, le truc dont tu parles à Nantes. C'est le parc du Grand Blotreau au sud de Nantes. Ok, Grand Blotreau au sud de Nantes. c'est noté. C'est noté, C'est c'est le noté. grand parc. C'est à 7 heures de route de chez moi. Ouais. Désolé. T'habites pas au bon endroit, c'est tout. C'est tout. C'est parfait. Bah écoutez, on se retrouve. Qu'est-ce que j'ai noté la date? On se retrouve pour la prochaine émission, c'est-à-dire la table ronde. La première table ronde de la saison le 18 septembre, le mercredi 18 septembre à 21h. Je vous invite à nous suivre sur Twitch, à vous abonner à notre chaîne sur Twitch. Je rappelle que pour les gens qui ont un abonnement Amazon Prime, où ils se font livrer gratuitement des trucs Amazon, ils ont aussi tous les mois un abonnement Twitch gratuit. C'est-à-dire que si vous avez ça, vous pouvez gratuitement vous abonner à notre chaîne. Si vous liez votre compte Twitch et votre compte Amazon, c'est pas très compliqué hein, sur le net, vous cherchez le lien entre les deux. Vous allez trouver que sur la page conférence carnivore de Twitch, vous pouvez offrir un sub Prime, ce qu'on appelle, à notre chaîne. Donc on gagne un petit peu d'argent, vous, ça vous coûte rien et ça nous soutient. Donc ça c'est cool. Et puis bah n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, à aller voir évidemment nos vidéos YouTube où il y a tous les replays. Mettez des likes parce que c'est ça qui nous fait monter évidemment dans l'algo de YouTube ainsi que le watch time. Et puis bah n'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous. Ça fait toujours plaisir que des gens
découvrir les carnivores comme ça en direct. J'aime bien le format, ces échanges directs avec des gens qu'on voit souvent sur Facebook et avec qui on peut discuter en direct. C'est quand même cool de pouvoir poser des questions à des gens qui viennent faire des confs. J'espère que vous appréciez ce format. Je vous remercie, messieurs. Merci à vous de votre temps, de votre patience dans ce projet, de votre détermination à faire marcher ce projet. Merci évidemment à tous les gens qui nous suivent sur Twitch. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, qui nous ont donné des infos, qui ont échangé, qui ont posé des questions. On vous attend donc dans 15 jours, le mercredi 18 septembre, pour la table ronde dont on ne connaît pas encore le sujet, mais ça va pas tarder à venir. Merci messieurs, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. À dans 15 jours. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. Merci aux conférenciers. Merci à vous. Ciao.